La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui vous emmène sur une voie astrale. Vers l'infini et l'au-delà. Piou, piou, piou. Il a tout compris, c'est génial. Non, arrête. Ouais, on est dans l'espace. Coucou les gens. Un podcast un peu spécial, un podcast qui vous emmène dans les astres, car nous allons traiter de bandes dessinées un petit peu thématiques. Nous avons essayé d'aller vraiment sur des choses qui sont liées les unes aux autres, et c'est rare. Nous allons commencer à nous intéresser à où vont mourir les lampions dans le serment des lampions. Nous enchaînerons avec les rêveurs lunaires, puis le vagabond des étoiles, et enfin le tome 5 du château des étoiles. Vous l'aurez remarqué, nous sommes, comme nos webcams qui déconnent, totalement à l'ouest dans le ciel de l'espace astral. Et pour cela, je suis One A Pied, je suis accompagné de Tizak. Allez Tizak, à toi l'honneur. C'est un bonheur de t'avoir, surtout que ça y est, j'ai réussi à faire marcher ta webcam. Oui, Tout le monde c'est peut- un vrai bonheur. C'est une soirée sur les étoiles, une soirée sur les stars. Et Hollywood est là. Nous sommes là. Mathieu, Voilà. tu Et es au niveau là. des étoiles, mon étoile bleue préférée. Ce rêve bleu. C'était pas ça que je pensais, c'était plus un Attends, truc sympa que je voulais Je crois que faire. c'est pour les Blue Stars en fait. Ouais. Ah, les Thio, Blue Stars. Oh putain, je l'avais pas. T'avais pas du tout le. J'avais pas les. Non, je suis désolé. C'est pas grave, écoute. Voilà. Je suis le cow-boy de l'espace. Space Cowboy. Ah oui. This is the return. Ah, en fait, là, of vous the voyez space pas tout ce qui se passe en Oui. dessous, mais en fait, j'ai. Remettez vos pantalons, Non, c'est s'il qu'en vous fait, plaît. Tu es en train de tirer le câble de H45. Moi, je veux bien, mais après, c'est toi qui vois. Hein. Non, on est déjà. Hein bon, Ouais, les gars, on a ce dû soir, tirer un câble, ouais. techniquement parlant, on est limite. Alors vous arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Mais c'est pour ça qu'on a plein de chouettes C'est pour ça qu'on a plein de câbles autour de moi. et de chouettes BD pour compenser notre incompétence technique. J'ai rien à part Euh, le château de. Non, il a pas dit ça. Il a dit jaillir, hein. À part le château des étoiles. Et Ryle. Hein. Bon, Ryle, alors, bon. Albilout. Alors, qu'est-ce que tu bois Bref, Randall comme vous pouvez le voir, nous avons des gens sur le chat. Nous remercions Azertov, Chevon et Randall qui nous accompagnent ce soir dans nos... Qui nous supporte. Ouais, qui nous supportent, oui, c'est plus ça. Enfin, vous nous supportez à 10. Non, non, ce sont des supporters. Oui, c'est vrai, des vrais. Ah, c'est des hardcore là quand même. Parce que... Hardcore supporter. Voilà, bref, je crois que... Attendez. On va y aller. Non, j'ai juste On va cru y voir un bug, mais c'était pas un bug. Non, on va y aller. On va y aller. On va J'ai y peur, j'ai aller. peur. On va y J'ai aller. craint. J'ai Donc peur. nous Tu sais, moi, faisons qu'attaque, en plus. Allez, c'est l'émission parti. numéro 222 avec Pierrick sur le serment des lampions. Le Serment des Lampions, une bande dessinée scénarisée, dessinée et colorisée par Ryan Andrews. C'est chez Delcourt pour 25,50 €. Ryan Andrews, je vous ai déjà parlé de ce monsieur car j'avais crowdfundé. Je crois que c'est mon premier crowdfunding. Ouais, je crois que c'est Ouais. mon premier crowdfunding que j'avais fait. Nothing is Forgotten, qui est juste derrière toi, qui était très très sympa. Ah oui, tu as raison. les gamins avec le C'est truc. plusieurs histoires, ouais. Ouais. Et j'avais adoré. Et le monsieur a continué à faire ses publications depuis le Japon, car c'est un Américain qui vit au Japon. Bref, dans le Serment de Lampion, il revient un peu à ses amours et à son style. De quoi ça nous parle ? Je vais même me mettre mon timer parce que j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus et je sens que si je traîne trop, ça va râler. Tous les ans, durant la fête de l'équinoxe, des lampions sont jetés dans la rivière. Mais cette année, Ben et ses 4 potes ont décidé que ce ne serait pas une année comme les autres. Ils allaient partir avec leur vélo et trouver où vont les lampions. Ils en ont fait le serment. Des lampions. Mais Nathaniel, ce gros lourd de nerd, décide de les suivre alors qu'il n'était pas invité. Il va tout gâcher, ce petit con de merde. Malheureusement, face à la peur de l'inconnu et à la soirée tacos de Mickey, Ben et Nathaniel se retrouvent vite seuls dans une aventure extraordinaire où ils croiseront un ours qui parle, une sorcière et bien d'autres mystères. Au niveau du scénario, on est dans un conte un peu typique années 80. On sent cet amour à la Stranger Things, mais sans le côté on va vous mettre des références toutes les 2 minutes histoire de se la péter. Regardez ces années 80, ting, 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 clignotant néon, années 80, clignotant néon, années 80. Donc là, on est quand même un peu loin de tout ça. C'est un peu plus dans la poésie, la magie, et c'est plein de surprises. C'est une histoire sur l'amitié, la découverte de soi, et bien sûr sur le passage. Pas forcément le passage à l'âge adulte, mais plutôt un passage à la maturité.
le travail de Ryan Andrews est un trait assez simple, assez minimaliste, avec une forme qui rejoint le fond, des pleines pages silencieuses, contemplatives, une façon de rendre l'étrange familier, je trouve. C'est quelque chose de très beau, que j'aime beaucoup, même si c'est gâché par les bruits de canettes, sachant que dans les années 80, les canettes ne faisaient pas ce bruit-là. Bordel. Vu qu'on avait la languette qui restait dans la main. Est-ce que c'est une histoire pour les enfants ou est-ce que c'est une histoire d'enfants pour les adultes? C'est un peu le point que je me pose, c'est difficile à dire. Ma fille n'a pas accroché, mais elle a sans doute été intimidée par la taille du pavé, qui fait plus de 300 pages. En ce qui me concerne, j'ai fondu à l'intérieur avec envie de le relire pour chercher des perles de sagesse. J'ai quand même aussi un petit peu peur de me rendre compte que c'est peut-être qu'une histoire de disparition d'enfants, en fin de compte, avec un petit peu de recul. Je sais pas trop. Ça serait triste et horrible, mais non. Ça peut pas être ça. C'est qu'une belle histoire d'amitié et de magie. Vous en direz que j'ai adoré, mais c'est votre avis qui va sans doute me contredire que j'attends. Les amis. Thio. Disons que Merci de commencer. J'ai peur de faire mal à ton cœur d'enfant là d'un coup. J'y suis prêt. Tu es prêt. Ok, tu es prêt. Tu t'es bien blindé quand même parce que. Alors. Voyage onirique, voyage féerique. Ok, on y est. Mais putain, que le voyage est long. Je dirais. Alors, au niveau du dessin, c'est plaisant, c'est vraiment agréable et ça illustre bien, je trouve, le côté onirique que tu as dans le voyage. Mais à un moment donné, c'est très, 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 très long. Trop long. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être pu en enlever une bonne centaine de pages et on arrivait à un truc qui était plus péchu et qui serait arrivé au même résultat. Je pense qu'il a vraiment trop délayé la narration et c'est dommage parce que le dessin est bien, l'histoire est géniale en soi, mais les scènes avec les différents personnages qu'il va rencontrer sont beaucoup trop longues. Je pense qu'il aurait dû se limiter, tu vois, un peu comme dans Le Petit Prince, à faire 1 ou 2 pages par planète qu'il visite, pas plus. Pareil, voilà. Là, chaque personnage, c'était 4-5 pages et basta. Parfois, on les retrouve un peu plus tard. Et puis, oui, mais même si tu les retrouves ensuite, mais voilà, te fixer 4-5 pages par personnage, c'était bien. Là, c'est ce qui m'a vraiment choqué et qui m'a vraiment en fait gonflé parce que du coup, tu suis, mais bon. T'as envie que ça finisse parce que il y a pas de rythme, ça manque de rythme et donc du coup il y a un peu de l'ennui qui vient. C'est malheureux parce qu'il y avait de très bonnes choses, je suis d'accord avec toi. Maintenant je vais laisser Isaac finir de clouer le cercueil je vais malheureusement aller dans le même sens que Mathieu. Quand ça délayait comme ça, notamment dès le démarrage avec le coup de l'ours, je me suis dit il va y avoir un virage. En fait, si on change de rythme, si on prend ce temps-là, c'est qu'on va passer sur autre chose. Et en fait, non. On passait pas sur vraiment autre chose. Et puis, on y revient. Et puis, on y revient. Et puis, on y revient. Et voilà. Et en fait, ce sont les méandres un petit peu du fleuve, là, de la rivière. Ça s'écoule, mais ça s'écoule trop lentement. Et c'est dommage parce que du coup, le propos se dilue lui aussi. Le temps se dilue, le propos se dilue. Et la magie du moment se perd un petit peu. Quand j'ai commencé à lire, j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit chouette. Et quand je l'ai refermé, j'ai dit enfin. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà. Je trouve qu'il s'est planté là-dessus et je te dirais qu'il aurait dû être aidé par l'éditeur, par le directeur de code, j'en sais rien, peu importe, mais c'est un achat d'un truc étranger, donc je pense que là, à ce niveau-là... Il aurait fallu que quelqu'un, à un moment donné, lui dise de redensifier un petit peu son récit, parce que ça, un peu comme un accordéon, il y a certains moments qui sont étirés au maximum, et pas pour une utilité folle. Voilà, moi, j'aime bien les moments contemplatifs et tout ça, mais encore faut-il que ça serve quelque chose, et là, quand ils y sont, ils servent pas grand-chose. Pour ça, je m'attendais à ce que derrière, il se passe quelque chose quand il y a ce petit moment-là... Et en fait, non. Voilà. Et voilà. Donc ça m'a un petit peu déçu parce qu'effectivement, j'attendais plus, quoi. Et ça s'est un petit peu perdu en cours de route. Bon, eh bien, vous avez brisé mon cœur d'enfant, car moi, j'ai trouvé ces moments contemplatifs, ces moments de pure beauté, fascinants. Voilà. Donc, une bande dessinée, Le Serment des Lampions de Ryan Andrews, que je recommande à ceux qui aiment les intrigues lentes à la Lynch et à la Twin Peaks, peut-être, mais pour enfants. Mulholland Drive, mais pour enfants. Pour enfants, voilà.
et en moins bizarre. Et en moins Lynch. Et enfin bon, bref, c'est bien, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais ça ne saura vous convaincre que si vous avez su rester des rêveurs au fond de vous. Ça va, c'était pas mal comme... Ouais, mais le générique. fin pourri. Bah, mais le générique, c'est bien. On continue dans les rêveries avec les rêveurs lunaires, par Cédric Villani, qui à l'époque n'avait pas encore été député, et Edmond Baudouin, qui va nous permettre de suivre 4 génies qui ont changé l'histoire. Mais au-delà de ce sous-titre très court, de quoi ça nous parle? Eh bien, de 4 génies qui ont changé l'histoire. Merci beaucoup, Tizak. Je crois que c'est notre blague. Ça, c'est un récurrente, sacré la plus pitch. violente. Donc, 4 génies qui ont changé l'histoire dans leur domaine. Et qui ont changé l'histoire spécifiquement pour cette Seconde Guerre mondiale, donc 39-45. On a donc Cédric Villani. Cédric Villani, mathématicien, Cédric Villani, mathématicien. Médaille Fields. Alors, quand même, médaille Fields, c'est pas n'importe qui, le monsieur. Ouais, hein, c'est le prix Nobel de maths, en fait. C'est ça, c'est le. Madame Nobel n'aurait pas couché avec un mathématicien. Ça serait un prix Nobel de C'est ça, maths, quoi. il a eu ça en 2010, il n'a pas eu ça quand il. Voilà, tu vois, c'est récent. Donc, le monsieur est à la pointe. Voilà, en maths, il est à la pointe. Pointe en maths. Il est pointu. Ouais. Mais pas peut-être. En Voilà. maths. En maths. Voilà, pour le reste, on l'a parachuté. En maths, il est très bien. Il est très bien. Il a fait un plan sur l'IA qui était plutôt intéressant. Mais... Bon, est-ce que je peux faire ma putain de chronique? Merci. Donc, le pitch. Cédric Villani, grand mathématicien français, il est installé, il est bien, il discute avec Baudouin. Il y a quelqu'un qui ouvre une canette, c'est normal, tu vois, ils sont tranquilles dans leur fauteuil, ils ont de Ils sont quoi à la boire. cool, quoi. C'est ça, ils se montrent les photos de classe. Ouais, t'as vu, moi j'étais fort en maths, ouais, moi j'étais nul en maths, j'étais une grosse quiche, bon, super. Et donc, ça picole un peu, gentiment, mais sûrement. Et donc, ils se racontent un petit peu tout ça, leur enfance et machin. Et puis, après avoir fait connaissance, donc, ils vont rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et donc parler de 4 hommes de l'ombre. Alors, de l'ombre, pas pour tous, mais disons que si on a un tout petit peu de certaines cultures, il y a des personnages qu'on connaît un tout petit peu quand même. Et puis il y en a d'autres, par contre, c'est un petit peu plus obscur, effectivement, qui ont eu des moments d'éclair de génie, enfin des inventions, des découvertes, des actions qui sont vraiment exceptionnelles et qui ont quand même changé le cours des événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc, un certain Werner Heisenberg, on ne va pas forcément revenir à fond dessus, on en a tous plus ou moins entendu parler à minima, même si on n'a pas fait C'est d'études le cas de de Breaking physique. Bad. D'accord, on reviendra dessus quand même, mais plus tard, dans une émission complète. Donc, mécanique quantique, tout ça. Alan Turing, Enigma, machin, bidule, on a tout petit peu entendu parler. Benedict Cumberbatch. Et Benedict Cumberbatch, qui effectivement, Imitation Game, super film, machin, tout ça. Alors, il se trouve quand même que le film est sorti une année juste avant le bouquin, donc c'est pas... Enfin, Benedict Cumberbatch a pas pompé tout ça sur le bouquin de Baudouin et Villani, quoi. Hein, voilà. Bref, et ensuite... Le sujet de Turing est quand même... Oui, non, c'est un gros sujet qui a été repris 1000 fois. D'ailleurs, c'est déjà une reprise, le Imitation Game, d'un bouquin. Ensuite, en troisième, on a Léo Szilard, qui, lui, est un créateur, malgré lui, de la bombe atomique. Hein, même si on n'en a pas trop entendu parler, il en fait partie. Et Hugh Dowding, qui, lui, est un aviateur et qui a fait partie des gars qui ont permis, lors de la bataille d'Angleterre, à éviter que l'Allemagne prenne possession de l'Angleterre, tout bonnement. Donc voilà, 4 hommes, 4 méga destins, 4 personnalités aussi hors du commun, et qui permettent aussi de mettre en lumière d'autres problématiques simplement que la physique et les mathématiques. Donc voilà pour le pitch. Vous me direz, mais alors on fait quoi ? C'est un bouquin qui parle de biographie ? Alors, pas exactement, mais quand même, c'est de la vulgarisation plus historique que scientifique, au final. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus scientifique. Peut-être que Mathieu s'attendait à quelque chose de plus historique, ou moins, je sais pas. Tu m'en parleras tout à l'heure. Si toutefois tu as réussi à aller jusqu'au bout. Pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai Voilà. fait que 2 personnages. Et ouais, voilà. Tu as fait que les 2 premiers ? Ouais. Bah, c'est ballot, c'est les 2 plus connus. Donc bref, tout à l'heure vous parliez donc de la médaille Fields effectivement pour Villani. Il faut pas oublier que c'est aussi un grand amateur de bande dessinée. Et bon, Baudouin, on n'en parle plus non plus. C'est pas là. Bah, voilà. Bref, c'est des grands noms. Et là, ces 2 hommes se rencontrent, ils ont un petit peu la tronche dans les étoiles et ils mettent en lumière ces grands hommes. 4 portraits, c'est intéressant, je trouve, de mettre
d'accrocher un peu les lecteurs avec 2 noms un petit peu connus et de les repositionner dans un contexte historique. Ça permet d'être un petit peu plus précis et d'être un peu moins dans le vague de ce qu'on peut voir, entendre dans un micro-article ou dans un film, et faire découvrir peut-être plus complètement 2 autres personnages. Et comme je le disais tout à l'heure, on rentre aussi dans d'autres problématiques d'homosexualité, d'arriver à être reconnu dans cette époque-là, d'être pris et jeté par les grosses entités gouvernementales. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans ce qui est dépeint. C'est pas simplement une simple biographie, c'est vraiment peut-être plus la biographie d'une époque, des attentes et des revirements. Voilà, des moments clés. On nous parle de ces moments clés à travers ces 4 personnages-là. Et c'est finalement ce qui m'a le plus plu. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus scientifique et biographique. Et au final, c'est quelque chose de plus universel sur la Seconde Guerre mondiale avec des éléments bien précis et bien sympathiques. Côté dessin, on a un style qui est très libre, pinceau, machin. Voilà, c'est très très libre. Plein de références au passage à Munch, à Méliès, à Goya, etc. Bref, une lecture qui n'est pas facile, loin s'en faut, qui est un petit peu longuette, là également, mais que j'ai trouvé riche. Donc vous n'êtes pas obligé de le lire en un seul coup, vous faites ça gentiment, posément, et article par article, personnage par personnage, moi j'ai passé un très bon moment. Je sens que ça va pas être le cas. Pio, toi, t'as pas été jusqu'au bout, on va te laisser commencer. Donc je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait j'ai commencé le bouquin tout à l'heure à 17h. Pendant l'apéro. Ouais, non, avant l'apéro, mais on n'était pas loin, quoi. J'ai pas eu le temps, je suis désolé. Donc j'ai lu que Heisenberg et Turing, parce que c'est les 2 premiers. Et comme tu dis, en fait, moi j'étais un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça. Je t'avoue que voilà, les longs monologues de Heisenberg qui en fait réfléchit sur la bombe atomique, il se psychanalyse lui-même, c'est bien, mais voilà, au bout de 12 pages sur Heisenberg, tu as envie de dire ok, tu es incertain. C'est presque assez drôle que tu aies beaucoup d'incertitudes dans ta vie, mais c'est vrai, quoi. Mais ça va pas me passionner. Pas des masses. Et le Turing, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'introspection de la part des personnages et pas tant sur ce qu'ils ont réalisé ou ce qu'ils ont fait. Donc tu n'as pas eu le côté scientifique et tu n'as pas eu le côté non plus histoire. Et cette espèce d'introspection je ne sais pas en fait si elle est fondée ou si elle est fantasmée. Tu vois, dans le bouquin. Je ne sais pas en fait si Villani en fait là s'appuie vraiment sur ce que des écrits d'Eisenberg ou de Turing. Et on se dit, ok, voilà, c'est ce qu'ils ont vraiment dit, c'est les discussions qu'ils ont eues, donc du coup, avec Bohr, avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a en partie, oui. Oui, mais pas complètement. Pas complètement. Et ce côté fantasmé, en fait, m'a gêné parce que j'étais pas certain que ce soit réellement la réalité de la pensée de la personne. Du coup, j'ai pas été follement emballé. Après, je vais être honnête, j'irai quand même au bout, donc je le récupérerai ce soir pour le lire tranquillement. Mais pas au taquet quand même. Voilà. C'était très intéressant. J'attends le commentaire de Randall. Non, ça pue du hein. Non, mais en fait, la vraie question que je me suis posée en le lisant, c'est pourquoi en faire une BD ? Qu'est-ce que la BD apporte de plus à ce qu'il raconte ? On est plus dans quelque chose... De Stéphane Bern. Tu vois, truc d'histoire là. Ouais, voilà. Secret d'histoire. Secret d'histoire avec Stéphane Bern, tu faisais les 4 personnages et là tu es avec des mecs qui jouaient le rôle et tout. T'avais un bon twist, quoi. On est plus dans quelque chose c'est illustré, il y a des belles illustrations de Baudouin. Le côté tiens, on fait une discussion entre les 2 auteurs en mise en abîme, je vois pas à quoi ça sert. À rendre la chose plus digeste. Ouais, c'est essayer de créer une sorte de complicité qui n'a pas vraiment marché pour moi, peut-être parce que j'ai une image de Villani maintenant que je n'avais pas. À l'époque où il a sorti le bouquin... T'aimes pas les Lavalières. À l'époque où il a sorti le bouquin, la seule image que j'avais de lui, c'était qu'il était allé au festival de BD à Bastia et que mon frère avait bu des coups avec lui, il avait dit, il est vraiment perché ce mec. Voilà, c'est tout ce que je savais. Donc bon, bref. Tu es jaloux de ses cheveux. Ouais, oui, c'est totalement.
Bref, je suis un peu... je vais faire dans une pub L'Oréal. Pardon. Pétrolane plutôt, peut-être pour la Ouais. repousse des cheveux, mais après. Bon, quoi qu'il en soit, Folten, vite. je Seuls les trouve plus que vieux d'entre vous. Ça rappelleront cette pub. ça tient pas la route en fait. C'est intéressant, il y a des belles illustrations, mais on a plus l'impression d'avoir du carnet de croquis sur les scènes de discussion entre les auteurs, de l'illustration sur les scènes qui nous racontent ce qui s'est passé. Ça part un peu dans tous les sens dans l'ordre de narration, avec des retours en arrière, des repassages en avant, qui parfois manquent un peu de clarté et de didactique. Voilà, j'ai eu un peu du mal là-dessus. Même justement, à un moment, je me suis posé la question, c'est surtout sur le passage avec Heisenberg. Pourquoi est-ce qu'en fait, il s'est fait chier à faire un portrait de tous les personnages qui sont cités parce qu'en fait, t'en as une tripotée, mais en fait, t'en as une tripotée qui... Voilà, enfin, qu'il y en a un qui aimait les carottes, soyons honnêtes, on s'en Oui, tape, puis avec ce style très jeté qu'a Baudouin, les portraits se ressemblent. c'est à la fois jeté et à la fois réaliste, donc on a du mal à différencier les personnages. Et surtout, c'est qu'en plus, même ce qu'il te dit, par exemple, sur un personnage où il va te faire un dessin pour un personnage, il va te dire, lui, c'était un peu le mec foufou, très ouvert, très curieux surtout. Ok, c'est cool, mais sauf qu'en fait, ce personnage-là, en fait, on n'en reparlera plus du tout dans tout le reste. C'est juste qu'il était présent à cette réunion-là. Ok, il était présent, mais est-ce que ça avait vraiment un intérêt de nous faire le dessin de lui et de nous en parler ? Moi, je te dirais que ce bouquin-là, il a pas pour vocation à être un alpha et un oméga. Il doit te donner envie d'aller farfouiller, d'aller chercher, toi, plus d'infos. Ça va plus loin que de la simple vulgarisation, mais pour autant, ça va pas te donner toutes les informations. C'est... attention, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on est passé à ça de la cata machin, on est passé à ça de bidule, grâce à lui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est au-delà des personnages, c'est une époque qui est racontée en fait, et qui est racontée, par leur biais à eux, par leur vie à eux, et par la vie des personnes qu'ils ont rencontrées. Et de leurs petites péripéties ou leurs grosses péripéties, on te dépeint en fait un moment avec des moments clés, des éléments charnières. Et quelque part, c'est censé peut-être plus te donner le goût et l'envie de te renseigner plus avant sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre, avec ces hommes-là, avec ces scientifiques qui étaient derrière les bombardements, qui étaient derrière les armes, qui étaient derrière des changements tactiques. Plutôt que simplement des éléments scientifiques ou des éléments purement historiques. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est servi de ces personnages-là pour te raconter une époque. Et vraiment, c'est raconté. Et c'est en ça que la discussion qu'il y a entre Villani et Baudouin, qui sert à alléger un petit peu le propos, elle est là aussi comme ça, en mode passage. On te transmet l'information, entre guillemets, au coin du feu avec ton verre de cognac. Ça ne veut pas dire que c'est un cours magistral en amphi, bien carré, bien synthétisé et bien organisé. Ouais, moi je sais que c'est une BD, j'en aurais retiré des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai apprises, que j'en retiendrai même. Hein. Donc c'est pas une BD qui n'aura servi à rien pour moi. Mais je trouve que la forme et le fond ne marchent pas ensemble en fait. C'est un peu le problème. Ça fonctionne pas. Il y a des belles images, il y a des superbes histoires, mais les deux ensemble, je trouve que ça marche pas. Moi, c'est ce qui m'a un peu plombé derrière, parce que j'ai fait l'effort de le lire jusqu'au bout, parce que le sujet était intéressant, mais pas parce que c'était une bonne BD. Ça, je suis d'accord. Mais c'est la curiosité qui m'a poussé plus avant. Mais bon. Voilà, donc c'est des Rêveurs lunaires, on en retire des choses. oui, de Cédric Villani et Edmond Baudouin chez Gallimard Grasset pour 22 €. Ah bon ? Et si vous aimez les éditeurs de qualité, tel Grasset, ça fait un peu je me la pète quand même, d'être Grasset. Vous pouvez ne pas leur donner des sous, mais en donner à nous, par exemple, sur Tipeee, qui est un bon moyen de nous soutenir. Ça nous permet d'acheter du matériel, de nous faire des cadeaux de Noël pour le podcast. Mais aussi, je le rappelle, il est possible de nous acheter des t-shirts. Nous avons une boutique sur Spreadshirt qui permet d'acheter des t-shirts sympathiques. Enfin, je ne suis pas mécontent des designs.
Ou sinon, vous pouvez aller sur Bubble en cliquant sur les petites vignettes qu'il y a sur le site lavoidesbulles.fr pour chaque bande dessinée que l'on publie, qui vous permet ensuite de vous faire livrer vos bandes dessinées chez vous en achetant directement chez Bubble ou de les réserver chez un libraire à proximité, ce qui en plus vous permet de soutenir un petit libraire indépendant. Et ça, c'est de la bombe de balle. Bref, merci à tous nos soutiens sur Tipeee que sont Chevaude, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob. Sans vous, eh bien... on ne pourrait pas se payer une assurance pour notre assaut, on ne pourrait pas se payer notre hébergement, et c'est déjà vraiment super de la balle de bombe de beaucoup. Je crois que j'en ai donné 10 assez. Ouais, il y a assez de superlatifs là. Voilà, mais ils méritent tous les superlatifs, nos auditeurs. Nous passons donc au Vagabond des étoiles de Riff Rebs, qui est sorti chez Soleil dans la collection Noctambule pour 17,95 €. Mon cher Thio, de quoi que ça parle déjà ? Eh bien, ça va nous faire plonger dans l'univers carcéral avec donc... Ouais. Putain, vous jouez bien, Nicolas, c'est super. En plus, c'était pas organisé, on est bon. Donc, on va aller dans... On est con, ça marche aussi. Aussi, ça fonctionne. On va aller donc dans l'univers carcéral. On va voir donc des mecs qui ont des tatouages dans le dos, sur les fesses et tout, avec le plan de la prison, qui vont essayer de sortir. Ah merde, c'est pas ça. On va donc. Tu as déjà visité une prison. On va visiter un Tu as déjà QH. visité les fesses en prison? On va visiter un QHS où justement les mecs en fait vendent de la drogue. Non, ça c'était Oz, pardon. Bon. En fait, l'histoire c'est quoi? On est à Saint-Quentin, donc un pénitencier. J'ai un grésillement dans mon oreille. À Saint-Quentin, donc dans une prison d'État de Californie. Et on va suivre donc les aventures, les incroyables aventures. Les aventures, on va dire. De Darrell Standing, qui est en fait Standing, donc qui est en fait un ingénieur agronome qui va être qui va être pendu là. Il attend. Mais pourquoi pas un ingénieur agronome? Parce que je sais plus pourquoi. Je sais même plus. Parce qu'il fait des colères. Il a des troubles de la personnalité, il est un petit peu colérique. Ah ouais. Bon, tu vois, je t'avoue que je l'ai lu je crois que je l'ai lu au dernier confinement, donc c'était un peu ça date un peu. Ah oui. Oui, c'est loin. Et donc il se retrouve en prison, et soyons honnêtes, en prison à l'époque c'est un petit peu comme dans le Danny Blood dont vous avez parlé la dernière fois. Ils sont vraiment pas cool. C'est vraiment pas un endroit très sympa. C'est plutôt, on va dire, de la torture. As-tu des preuves? Ouais, c'est Kojima, ouais. Mais il est bien comme jeu. C'est très contemplatif. Ça n'a rien à voir, mais je suis d'accord avec toi, Randall. C'est Kojima était très très bien le jeu. Et donc notre Darrell en fait va se retrouver quand il est dans sa cellule pour justement passer au-delà de la douleur et de tout ce qu'on va lui faire subir. Est-ce que c'est de manière on va dire réelle, irréelle, c'est fantasmé, c'est pas... Il se déplace et il va vivre d'autres aventures dans d'autres époques. Il va être à l'époque des Vikings, il va être faire des combats de cap et d'épée, enfin d'épée surtout, parce qu'il aura des capes, mais il ne va pas faire des combats de cap, mais des combats d'épée. Il devient un super-héros. Ouais, sous Louis XIII, je crois, Louis XII, je sais plus. Enfin bon, il va vivre plusieurs vies au cours de ces séances un petit peu de torture, et on va suivre justement cette espèce de vagabondage et ces différentes aventures qu'il va vivre. Moi j'ai découvert le dessin de Riff Rebs avec le loup de mer que tu m'avais gracieusement offert. Un don désintéressé du pied, c'était beau. C'est moi qui t'ai offert ça? Ouais, en fait, tu l'avais acheté, puis comme j'ai tellement aimé, tu as dit non, moi je te le donne. Ah ouais. Et j'étais là, j'ai fait waouh. Et en fait, j'ai découvert son dessin et je trouve ça. J'avais cette bonté en moi. Je trouve ça absolument splendide, quoi. Alors, je pense que c'est le dessin qui ça passe ou ça casse. Hein. Soit ça te plaît, soit tu as envie d'envoyer chier le truc. Ah non, ça déchire. Ouais. Oui, mais je pense que pas tout le monde peut te dire que ça déchire. Je pense qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est moche. Et je ne pourrais même pas leur donner tort, peut-être, mais voilà. Bon, moi, le dessin me fait quelque chose. Je ressens un truc, je vois un truc et ça me remplit. Et je trouve que là, tout le côté onirique de la douleur que tu as dans Darrell Standing, qui est justement des fois sur son lit de cellule, dans sa tenue rayée, et l'imaginaire qu'il développe à côté. Voilà, je trouve que c'est une super adaptation de Riff Rebs. On est encore sur une nouvelle donc, de Jack London, si je ne me trompe pas. Et non, franchement, voilà, le Vagabond des étoiles, je plus sois à 200%. Maintenant, allez-y. Bourreau, faites votre office. Tu veux... Je suis très content que ce ne soit qu'une première partie. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième partie. Qui est sorti, qu'il faut qu'on dise.
Voilà, c'était un super moment. Le personnage n'est pas du tout attachant. Et pour autant, on a envie de savoir ce qui va lui arriver et comment est-ce qu'il arrive psychologiquement à s'échapper. Quelles sont ses vies rêvées? Est-ce que ce sont réellement des vies antérieures? Est-ce qu'il invente tout ça à partir de bribes de ce qu'il... Tu te poses la question si c'est des vies passées ou Exactement. dans une autre vie, tu vois. C'est ce qui est annoncé en tout cas. C'est ça. Dit comme étant des vies passées. C'est ça, il y a une forme de régression Sur hypnotique. la vie antérieure. Il y a une forme de régression auto-hypnotique dans cette façon de survivre à la douleur, à l'incarcération, au manque d'oxygène, parce que en fait, s'il en arrive là, c'est parce qu'on lui met des camisoles extrêmement resserrées. Il est complètement fada, hein. C'est lui qui cherche aussi la problématique avec les gardiens de prison. Donc, il en arrive à subir des choses absolument atroces. Et sa seule façon de survivre, et physiquement et psychologiquement, c'est d'arriver à s'évader comme ça. Du coup, d'être dans un état de transe. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, extrêmement bien raconté. Graphiquement, ça fonctionne. Au niveau des couleurs, ça fonctionne aussi, puisque la couleur nous aide à savoir où est-ce qu'on se positionne et à faire part des émotions. C'est extrêmement bien ficelé. J'ai très très hâte de lire la suite. J'ai un peu plus le cul entre deux chaises tout en étant très positif. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux histoires dans le bouquin. Il y a l'histoire sur la vie carcérale de l'époque que Jack London décrit très bien. Et puis ça change parce que moi, je m'attendais pas jusqu'ici à voir Jack London ailleurs qu'au milieu de la forêt et sous la neige avec des chiens et des loups. C'est un peu ce cliché qu'on a autour C'est un peu cliché, voilà. Je vais te dire. Bah oui, mais c'est le cliché qu'on nous enseigne. Bref, avec un propos qui devait être, je pense, à l'époque où ça a été écrit, très très moderniste, totalement anti-peine de mort, même pour les plus horribles des crimes, parce que c'est quelqu'un qui... le personnage principal est d'accord, il mérite la mort pour ce qu'il a fait, pour lui, il n'y a pas de défaut là-dessus. Il y a une histoire autour du... Il est aussi accusé d'un crime qu'il n'a pas commis à l'intérieur de la prison, et c'est aussi une intrigue, et donc il y a tout ce côté univers carcéral qui, pour moi, je trouvais très intéressant, parce que ça te décrit un univers et une époque qu'on peut avoir du mal à imaginer. Et puis, il y a le côté plus onirique, c'est-à-dire quand son esprit divague pour aller dans d'autres époques, et on doit vivre des aventures, etc. Et là, j'ai eu un peu plus de mal, parce que je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas s'il y a un fil conducteur, si c'est pas des petites histoires qu'il veut nous raconter pour se faire plaisir au milieu, si, tu vois... Et je suis très impatient de lire le tome 2 pour savoir si cette BD-là va continuer de battre mon cœur jusqu'au coup de cœur total, quoi. Là, je suis trop dans le... Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va raconter? Est-ce que ça risque pas de retomber comme un soufflet un peu violent? Et j'ai un peu cette peur-là. Parce que je sais pas où ça va aller. J'étais vraiment pris. J'ai adoré ça. Mais j'ai peur pour la suite. Voilà. Mais pourquoi? Parce que on va pas mettre de coup de cœur parce que tu comprends peut-être après ce sera pas bien. Ça c'est nul, je trouve. C'est nul, il faut vivre l'instant. Faut vivre l'instant. Oui, mais c'est une BD qui crée des attentes. Non, elle me crée des attentes et là elle est satisfaite. Non, faut être dans l'instant. Non, tu l'as dit toi-même, tu dis ça m'a rempli, c'était super. Mais sauf que ça pourrait mal finir. Oui, mais là c'est l'instant, c'est le tome 1 qu'on dit que c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc le tome 1, qu'est-ce que t'en dis? Gentil que ça crée des attentes que ça ne satisfait pas. Mais sauf que là, toi, tu dis un truc qui est contraire à ce que tu viens de dire. C'est quoi? Moi, l'épisode là, je l'appelle La Vengeance du Z. Ah ouais, la vengeance de Zorglub, quoi. Non, rien à voir. Ah bah si, à mon avis, là, il y a un truc. On a tué ton cœur d'enfant tout à l'heure. Là, tu te dis, tiens, il faut que je... C'est ça. Non, mais voilà. Ouais, mais si, c'est la vengeance. Et j'espère vraiment que la suite va être... Bon, alors moi, j'aurais mis un coup de cœur sur ce tome-là. Je pense que Mathieu aussi. Ouais. Et grosso modo, en fait, on va attendre la sortie du deuxième pour être sûr que Pierrick le mette aussi. Ouais, ou sinon, je ferai mon connard et je dirais que c'est de la merde. La vengeance du dictateur, c'est ça le truc. Allez, non pas Salan. Voilà, c'est ça, non pas Saran. Je suis un monstre. Le Vagabond des Bref, Étoiles, le Rive Rebs chez Soleil pour 17,95 €. Collection Noctambule. Nous restons dans les étoiles, mais dans un château. C'est plus la classe. On est en tome 5, chaque tome est bien dense, je ne peux pas me permettre de faire un pitch général. Si, très résumé, c'est facile. C'est juste qu'on a un premier triptyque, puis un premier diptyque, puis un deuxième diptyque, en fonctionnant en triptyque. Et du coup, là, c'est le 5e tyque.
Hein? Bon, attends, si tu veux, je t'aide. Non. Pour le, donc on pour a le fait- pitch de base des 4 premiers tomes, je te le fais en 2 minutes si tu Vas-y, veux. vas-y, on voit. Donc tu Euh, fais une moitié rhum, une moitié eau, une moitié glaçon et une moitié jus C'est d'orange, c'est ça? C'est ça. T'as un diptyque bleu. T'as un diptyque bleu. T'as un ouais, diptyque un bleu, rouge. ils sont dans la conquête. Et t'as un diptyque rouge où là ils sont sur Mars. Et t'as le diptyque vert où là ils reviennent sur Terre. Bon, on est dans un univers steampunk victorien à tendance plutôt bavaroise. Prussien, bavaroise, prussienne, c'est entre les deux. Hein. Moi j'aurais plutôt dit quand même Second Empire plus que victorien, mais après je veux pas Je être. crois que c'est à peu près la même époque. Mais, Bah, en fait, c'est-à-dire que c'est concomitant, ça oui, dépend c'est ça, où est-ce que tu ouais. mets ton pied. Bref, De quel côté de la Manche tu Exactement. tu Ouais, mets- mais Bref. surtout, on est en France. quoi qu'il en soit, Donc on a un gamin, il y a son père qui a disparu parce qu'il a développé une sorte de technologie sa mère aussi, hein. sa mère aussi, pour aller vers les étoiles. Il essaie de les retrouver. Ils se rendent compte qu'ils peuvent créer des vaisseaux Sa qui leur mère. permettent de partir vers la Lune. Ils vont vers la Lune. Et sur la Lune, ils cherchent les traces de son père et ils l'en trouvent. Mais elles le conduisent vers Mars et ils partent vers Mars. Mais il y a les méchants prussiens avec leur casque à pointe qui essayent de les arnaquer, de les tuer, de les venger pour avoir le pouvoir de l'espace et gagner la guerre du futur. Nous arrivons au tome 5. T'as vu, Qui c'était pas mal. s'intitule donc De Mars à Paris. pas De mal, Mars hein, à comme Paris, résumé. pardon. Donc, afin de lutter contre l'invasion de Mars par les Prussiens, Séraphin, je suis toujours, C'est le gamin. la princesse, Ah, non, ça n'a rien à voir. et le reste de la troupe, les amis, les copains, machin, se rendent donc sur Terre pour proposer une alliance Les amis, les emmerdes. à Napoléon III. Comme ça. Troisième du nom. Troisième du nom. Donc, on a tout un tas de péripéties, tout ça. Et donc, Séraphin et ses amis sont donc toujours à bord de l'Éternef. Alors, comme ça a été fait depuis plusieurs tomes, le tome est coupé en 3 chapitres. Donc, on a un premier chapitre qui s'intitule Terres interdites. Donc là, on a les différentes tribus de Martiaux, on n'appelle pas ça des Martiens, mais des Martiaux, qui entament donc une longue marche vers le pôle, sur Mars. Et Comment s'appellent les petits des martiaux? les Martiaux Pio. Merci. Et donc, les tribus des hauts plateaux ont vu donc un objet descendre du ciel vers le pôle au même moment où le roi est arrivé sur Mars. Donc, une grosse prédiction, tout ça. Mais qu'est-ce que vous racontez encore comme connerie? Non, c'est moi, je vois juste. Ah, Saint-Bon-Duc? Saint-Bon-Duc. Je trouve que oui, c'est un peu le niveau entre les deux. C'est le Saint-Bon-Duc. Saint-Bon-Duc. Et donc, ils vont en direction du pôle. Hans et le professeur marchent aux côtés des Martiaux en attendant le retour de Séraphin, de Sophie avec l'Éternef. Et là, ils aperçoivent un ballon prussien dans le ciel qui vient vers eux. Ouah. Chapitre 2. La citadelle hors du temps. Donc, Séraphin, Sophie, les copains, tout ça, machin, et l'ensemble des petits Martiaux arrivent enfin au pôle. Petits martiaux. Les petits Martiaux. Ils arrivent enfin au pôle. Et donc là, il y a un paysage absolument merveilleux, un immense cratère avec des montagnes complètement remplies d'éthérites. On rappelle, l'éthérite, c'est ce qui permet de faire je vole. Des animaux immenses, les 4 coins de Mars sont arrivés, se sont rassemblés près du cratère. C'est Avatar. Il y a un petit côté Avatar, mais un petit côté, voilà, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout le monde débarque ici, quoi, hein? Il y a un phénomène vraiment particulier, mystérieux, qui appelle tout le monde. Et donc là, on retrouve notre Séraphin, notre Sophie, Hans, et le professeur et la Hans princesse Gruber. martienne. Hans Gruber? Non, c'est pas lui. Il va tomber du building. Et... C'est pour ça qu'il y a un gros cratère. Et eux, ils trouvent une passe afin de pénétrer à l'intérieur du cratère. Pas de la princesse. Et dans des couloirs qui sont pleins d'éthérites, ils découvrent des objets terriens. Ah, Suspense. suspense. Chapitre 3. Notre-Dame de Mars. Pas de Paris. Notre-Dame de Mars. J'ai pas mis de compteur là, j'aurais dû. Tu aurais dû, hein. Ouais, ça aurait dû. On est de retour sur Terre. L'équipage de l'Éternef se pose chez toi, Pierrick, en Bretagne. Et Loïc retourne donc dans son village natal afin de rendre visite à sa maman. De Malheureusement, récupérer du beurre salé. à la morue. Et Loïc raison. bah oui, à la morue, le beurre salé. La morue salée. Le docteur, lui, a disparu. Au village, personne ne sait où est-ce qu'il est parti. Séraphin et Sophie et le reste de la petite troupe doivent maintenant trouver une alliance pour arriver à sauver Mars. Et ils doivent comprendre où en est le monde depuis qu'ils sont partis. Il s'est quand même passé 3 années. Ouh, tcha. Ils ont pas vu le temps passer, eux. Et quand t'es en période de guerre, 3 ans, C'est long. c'est long.
Mais surtout, c'est que du coup, il se passe plein de choses. Il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, alors c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, franchement, faire un pitch, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'effectivement, Pied vous a fait un pitch ultra général, c'est même plus qu'il a pris de l'éthérite, c'est qu'il a dopé l'éthérite à C'était l'éthérite. histoire de faire un bon résumé Je comprends bien, générique. Frédéric, Quoi. et je t'en Alors, remercie. non, alors, un résumé. Dis pas qu'il était bon quand même. Ce serait un petit peu Oui, péremptoire. Voilà, C'est vrai. l'idée, c'est que chacun des tomes est extrêmement dense. Pardon, vas-y. Chacun des tomes est Je suis extrêmement exceptionnel. dense. C'est juste énorme à chaque fois. Il y a Randall qui me demande si quand deux martiaux sont très potes, est-ce que c'est des martiaux pile amis? Que s'ils sont face à face. Merci. C'était juste pour balancer un bon mot. Pile face. Puis, ouais, C'est mauvais. Non, bref. non. moins drôle. Bref, donc Alex Alice nous poursuit son récit absolument fantastique à tous les sens du terme. On est toujours dans cette épopée céleste, dans un 19e siècle un tout petit peu dystopique, n'est-ce pas, avec des hommes qui peuvent voyager dans l'espace. Ils peuvent voyager dans l'espace. Bien évidemment, on a toujours notre caricature de Prussiens qui sont les gros méchants de l'histoire. Je suis très très méchant et je martyrise tout le monde. Surtout les martiaux, parce que ça reste quand même les étrangers dans l'histoire. Et on peut en plus récupérer de l'éthérite. Donc, en plus, ils parlent pas notre langue. Alors, et en plus, ils parlent pas notre langue, puis ils n'ont pas les mêmes coutumes, ces gens-là. Ouais, ils sont bizarres. Ah, ils sont bizarres, pas la ces même gens-là. tête. Non, les ils ont pas la même et tout, tête. franchement, Je suis sûr Bref. qu'en plus, leur art n'a rien à voir avec le nôtre. Oui, c'est les fameux arts martiaux. Voilà. Merci. Et donc bref, on est sur une course-poursuite. Alors sur un temps long finalement, mais on est sur une course-poursuite. Ça part sur Mars, ça revient sur Terre et ils ont tout le temps des quêtes en stock et ils sont tout le temps à la bourre et il leur manque tout le temps des informations. Putain, c'est The Witcher en fait. Voilà, c'est tout le temps alliance, mésalliance, que se passe-t-il One page de notre truc. Où va-t-on? Alors, dit comme ça semble un petit peu bordélique. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que c'est une valeur sûre. Donc, par Tonton Dungeon Pierre, vous faites acheter les 2 premiers tomes, parce qu'ils existent en coffret. Par Tati Martine, vous faites acheter le 2e coffret. Comme ça vous en fait 4. Et vous mettez les sous, vous prenez le 3e coffret. Comme ça, vous avez tome 5 et tome 6, car le tome 6 Il est déjà sorti. est déjà sorti dans les bacs. Et là, j'ai envie de vous dire, au moins, ça sera beaucoup plus clair que tout ce que je peux vous raconter, parce que c'est beau, c'est dense, c'est intéressant. Régalez-vous. Alors j'ai une question quand même qui est très très importante et ça, à mon avis, je pense que là, tous les auditeurs sont au taquet, ils sont vraiment en train de boire tes mots. De quelle couleur sera le prochain diptyque? Alors, sachant que le premier était bleu, le 2e était rouge, Vert. le 3e était vert, quelle couleur manque-t-il? Le jaune. Ah oui, les fameuses 4 couleurs primaires. Les 4 couleurs premières. Les Et- quadricolores. Les quadricolores. Les quadricolores. Je te remercie. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Mais là, comme il imprime, c'est plutôt cyan magenta. Eh, Non, c'est le rouge et noir. jaune. Eh, c'est le jaune. Et Il manque le jaune. Il manque le jaune. Et le Il noir. manque le Et le jaune. noir pour le prochain. Tu le tournes CMJN, comme ils tu veux, veulent. CMJN. Bref, Thio, je sais que tu es très. Non, très mais alors en content fait, de- moi, je vais être très rapide, très concis, parce que du coup, là, vous avez quand même été trop bavard, Ouais. encore une fois. J'ai pas tout Il a compris pas ce qu'il a mis, il a dit. pas mis le chrono. Il a pas mis le chrono. Ouais, j'ai pas tout compris Non, ce qu'il en a fait, dit, en plus. le Château des Étoiles, c'est une valeur sûre, c'est un beau dessin, c'est super agréable à lire, c'est une bonne aventure. Après, je suis d'accord avec toi que ça commence à devenir quand même très complexe. Voilà. C'est l'enfer, hein. Mais, l'enfer. mais c'est quand même une très bonne histoire. C'est Donc, l'enfer. C'est l'enfer. Je viens d'acheter le tome 6. Je vais devoir me Lire, relire lire. les 5 premiers tomes. parce que tu sais plus où on en est. Parce que là, je sais plus où j'en Pas suis. de résumé au début dans les Non, tomes mais un précédents. résumé dans les tomes précédents. Previously on. Non, mais Le c'est Château des c'est Étoiles. énorme, c'est juste énorme. Voilà. Non, alors moi, ce que je peux éventuellement dire, c'est que si vous pouvez financièrement et si vous arrivez à les trouver, c'est choper les éditions grand format parce qu'elles sont vraiment splendides et les dessins valent le coup. L'édition journal, tu veux dire ou- Non, grand format. Tu as une édition. C'est pas un format comme celui-là. Ouais, c'est comme sur les. Comment ça s'appelle Long John Silver, par exemple. Voilà. T'as un format. Là, t'es hors cadre. Là. Hein, voilà, là, t'es dans Voilà, le cadre. là, vous avez un format qui en largeur vient là et en hauteur vient là. Voilà. C'est plus grand, quoi, pour c'est ceux qui beaucoup- sont en c'est- podcast. C'est beaucoup. Ça s'appelle beaucoup un plus grand format, en fait. C'est un grand format. En fait, Et donc le grand format, c'est un même format mais grand. mais plus grand. Ok. Et on est presque sur des formats pour enfants quand faut chercher Pierre-Louis là. Bon, il s'appelle, donc Charlie. du coup, toi aussi, c'est une valeur sûre, faut l'acheter. Voilà, Alors moi, je je te dis vous dis, c'est pareil. une valeur sûre, faut l'acheter. C'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur permanent, Château des Étoiles. C'est ça qui dure. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est compliqué. Et Alex Alice fait ça tout seul. Tout seul. Presque. Parce que Tout seul.
parce que ils sortent aussi en mode journaux de façon très découpée, qui vont très très bien avec le côté feuilletonnant et ce clin d'œil au feuilleton à l'ancienne, au feuilleton à la Jules Verne, ce genre d'histoire qui marche très bien. Moi, c'est un steampunk à l'ancienne que j'aime beaucoup, même si là, c'est de l'étherpunk, on va dire. C'est l'étherpunk. Mais bon, on est sur une ambiance steampunk, pour moi, je dirais, vraiment dans ce cœur-là. Donc, ça marche à merveille. Et oui. Et donc, il y a Alex Nikolavitch qui fait des articles dans le journal qui vont enrichir totalement l'univers et qui le font très bien, même si je déteste lire ce format-là. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas conseillé les journaux, parce que même si j'en ai acheté au tout début, c'est vraiment très compliqué à lire, c'est pas plaisant du tout. Puis tu te mets sur ton lit avec le truc au-dessus, ça tombe sur la gueule. Mais en fait, par contre, il faut le lire avec le café. Tu te mets sur une table, tu lis avec le café. Mais ça. par contre, t'allumes ta radio. C'est qu'à un moment donné, tu as un petit souci, c'est que moi j'ai du mal à les stocker, donc j'ai arrêté en fait le Château des Étoiles pour attendre que tu achètes les tomes et je lise les tomes en fait, parce que j'avais je crois tous les journaux jusqu'à la fin du deuxième diptyque, mais bon là bof. Bon, on continue donc le Château des Étoiles, c'est cool. C'est bien. On passe à la suite, Poulet. Tu veux faire du online, non? Ouais, je vais faire du online parce que moi je suis un mec comme ça qui fait du online parce que je suis un mec à la cool. Il faut juste que je trouve sur quel bouton je dois cliquer. C'est celui-là. Attends, il rame un peu là. C'est Modem 50. Faut vraiment acheter le truc pour envoyer. Ouais, du c'est jingle. ça. Sauf qu'il le cherchera. Voilà. Il va appuyer sur le jingle d'à côté. Les terres brûlées au vent. Bon, bien. J'ai pas eu le temps de lire, désolé, il change les pages. Là, je suis. Voilà, donc là, ce que je vais vous parler, c'est online pour démarrer de Matin. Matin, quel journal c'est un souvenir pour les plus vieux d'entre vous, se souviendront. C'était le slogan de Pilote, le journal dans lequel il y avait Astérix, etc., qu'avait lancé Goscinny, qui disait Matin, quel journal. Voilà. Là, en gros, c'est quelque chose qui est sur Instagram. C'est le laboratoire d'études de... Oh putain, les terres brûlées au vent. Ok. Ouais. J'ai compris que tu l'avais pas. Non, mais si, j'ai compris. Pardon. Si, je l'ai Bref, compris. c'est un peu le laboratoire du Lombard qui publie des strips au format Instagram, donc en nombre de cases limitées, qui vont énormément sur des sujets très, très, très modernes et qui visent un public woke. D'une génération, ouais, totalement. D'une génération qui est pas exactement la nôtre. On va se faire censurer par les membres de la censure. Voilà. Donc on va nous parler de permaculture, du fait que dans les sextoys il y ait des trucs dangereux, des phtalates et compagnie qu'il faut éviter, qu'il faut mieux faire des sextoys à l'ancienne, que l'écologie c'est bien, que moi mon sextoy c'est que des carottes bio. Le bois c'est bien, mais c'est un petit problème, c'est les échardes. Écoutez l'apéro du Capitaine, vous aurez des preuves. Voilà, avec des planches qu'adorait Thierry, comme cette jeune femme face à une armoire pleine de sextoys qui dit « je sais plus quoi me mettre ». Voilà. Mais c'est carrément gratuit. Oui, mais le sujet était là. Donc ça parle de tous ces sujets-là, de gens qui font leur retour à la Terre. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est des sujets auxquels je suis pas forcément totalement... Qui te dit que c'est une femme? C'était une femme sur le dessin. Voilà. Je suis pas totalement à fond là-dedans, mais c'est du sujet qui m'intéresse. Il y a des auteurs plus ou moins reconnus. Il y a Guillaume Bouzard qui fait un truc sur la permaculture. Bref, il y a des trucs quasiment tous les jours. Ça se suit tout à fait bien. C'est plutôt très très drôle. Ça va aussi parler des clichés, des origines, de plein de choses. Bref, Matin, quel journal. C'est très cool. C'est plein de sujets super intéressants. Ils ont un truc sur la contraception masculine qui s'appelle Le cœur des hommes. C'est pas beau comme titre. Voilà. Quoi, moi je dis que j'aime bien et que voilà, je le lis régulièrement et que c'est la classe. Bref, Matin, c'est bien. En fait, dans ta chronique, quand tu fais un résumé et que 40 fois tu dis bref, c'est que t'es pas bref en fait. C'est vrai. Parce que bref, ça veut dire qu'en fait tu vas faire court, mais en fait tu dis bref, on a ça, puis bref, on a ça, puis bref, on a ça. Mais bref, je vais parler de Run to Heaven. Run to Heaven. Run to Heaven, une BD par Tohan, écrit, scénarisé. On a déjà parlé de lui parce qu'il avait gagné un prix au Magic, je sais plus quoi. Et je crois que lui aussi, il aime bien l'odeur de l'éther brûlé au petit matin. Voilà. Run to Heaven, c'est assez spécial parce qu'on sent que c'est une BD qui est en plein travail. Vous pourrez trouver sur Manga Draft le chapitre 1 du manga, mais aussi une version one-shot de la même histoire, mais pas exactement la même parce que les termes sont
sont assez différents, dans lequel vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille dans un monde futuriste qui rêve de faire les JO en course et qui a grandi dans un endroit à moitié en guerre avec sa mère qui est amirale et qui, au vu des alliances et des mésalliances pendant cette sorte de guerre mondiale, se retrouve à bosser pour les États-Unis, avec les États-Unis, alors que c'est les États-Unis qui a détruit quasiment la petite île sur laquelle ils vivaient. Mais la mère, elle est jamais là. En attendant, le père, lui, il chope une maladie, il va pas bien. Et tout est construit en flashback, sachant qu'au tout début de la BD, en tout cas celle qui a un chapitre 1, on voit l'héroïne qui est avec un flingue, avec un mec qui a été gravement blessé. En gros, ils ont une sorte de défi à remplir et on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, on a le flashback qui nous amène où cette gamine-là est recrutée pour devenir une coureuse et partir sur les JO. Le dessin est super efficace, ça marche super bien, j'ai passé un très bon moment à lire. C'est très bizarre d'avoir le chapitre 1 et ensuite le one-shot qui est sorti avant le chapitre 1 quand tu les lis dans l'ordre. C'est dessiné dans le sens de lecture japonais, donc faut quand même faire gaffe et passer ses trompes au piège. C'est plein de petits traits, c'est super dynamique, efficace. Ça parle de sport, mais on a vraiment l'impression que le sport n'est qu'un prétexte. On sent que c'est quelque chose qui va nous parler de quelqu'un qui doit être championne olympique de course à pied pour réussir, mais ça parle surtout de guerre, de relations familiales très complexes, avec des personnages qui ont des discours qui sont super durs. Et il y a un trait, moi, que j'aime beaucoup, un dessin qui fonctionne très très bien. Donc Run to Even par Tohan, c'est sur Manga Draft et franchement ça vaut le coup d'être lu. J'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai hâte, j'espère en tout cas, il y a une suite qui est prévue, de pouvoir la lire. Nous arrivons encore au bout d'une émission. C'était pas très mal, c'est une émission dans les étoiles, beaucoup. Mais on n'a pas exactement de titre, mais on pourra improviser. Du fait qu'on ait une thématique, des fois ça aide d'avoir une thématique. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Randall Azertov nous en a proposé un. Ça s'appelle un grand format. Oui, puis il nous dit que si on lit des flashbacks dans le sens de lecture japonais, ça se lit dans le sens occidental, ça devient chronologique. Oui, c'est Randall, ça. Ouais. C'est pas faux. Les ennemis de mes ennemis, c'est pas faux. Hein ? Non, mais c'est pas faux. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour nous avoir écoutés. On espère vous revoir très bientôt. Dans quelques minutes sur le live pour ceux qui nous écoutent en live. Dans une semaine pour ceux qui nous écoutent en pas live. En tout cas, merci de nous suivre. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour cliquer sur les petites images pour commander vos BD. Et puis aussi à mettre des étoiles, des pouces levés ou je ne sais quoi sur tous les réseaux, sachant que j'ai appris que maintenant sur Spotify, on pouvait laisser des commentaires pour dire que le podcast il était trop bien. Et on est sur Spotify. Bref, n'hésitez pas à dire du bien de c'est nous. pratique de nous écouter sur Spotify. Ouais. Merci à tous et à très bientôt. Je vous dis ciao ciao. Bye bye. Au revoir. Ah oui, quand même. C'est le temps de l'attente. Je saccade. Ok, au bout de la table. Je saccade. Je saccade. Toujours. Toujours. Et non, Randall, ça ne s'arrête jamais. Nous serons toujours là. Je pense qu'il faudrait que tu me laisses un peu de tout en route pour que en fait ça peut y aller dans la semaine. Je sais plus ensemble. Mais je pense qu'on va dire que je sois prêt parce qu'en fait on va démarrer dessus ça dans la foulée comme ça. Ça fait une sorte de défi d'œuf dans le jeu de temps, c'est ça. C'est pas mal, c'est le concept à développer. Mais il faut arrêter, on va rester ensemble, mais même si ça, je te parle, tu m'écoutes pas. Je veux bien que tu m'écoutes plus. C'est juste que le générique est super fort.